en direct dans 1 seconde, 2 secondes. Je crois que c'est ok là. Vas-y. Tu veux que je commence ou je commence? Vas-y Bernard, à toi l'honneur. Alors c'est avec un peu de retard et beaucoup de difficultés de réglage technologique que nous arrivons enfin à faire ce live Facebook qui a été annoncé nulle part en fait. Je suis sur mon Facebook. Sur ton Facebook. Sur mon Facebook. Bon, je suis désolé, j'ai pas. Et là, nous avons donc en direct 2 personnes qui nous écoutent. Bonjour les 2 personnes. Non, 8, 13, ça va. Donc finalement, tu as. Donc c'est un peu un dialogue croisé avec l'idée aussi de parler de nos livres, mais surtout du livre de Virginie Lefebvre, ici présent. C'est sorti quand? Alors, c'est sorti en octobre aux éditions Michel Lafon. Il y a une vie après la mort, mon 3e livre que j'ai réalisé, enfin qui est sorti mi-octobre. Voilà. Bon, et Virginie est une amie, et puis on s'est dit, bon, ben, vu qu'on est écrivains tous les deux, qu'on s'intéresse aussi au monde invisible, ce serait l'occasion de faire un petit bâton rompu en direct. Juste une question, Virginie, tu veux faire une conversation qui dure combien de temps à peu près? Comme tu veux Bernard, comme tu souhaites. Bon, alors on va atteindre, là on est à 48 personnes qui nous écoutent, on va attendre qu'on passe à 50. Voilà. Et ça démarre. Alors tout d'abord, Virginie, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi as-tu écrit « Il y a une vie après la mort » ? Alors, j'ai voulu apporter des preuves, vivre des expériences pour pouvoir prouver aux lecteurs certaines choses, notamment dans les cimetières. Je suis allée dans des cimetières expérimenter, me mettre en contact médiumnique afin de savoir s'il y avait en fait des défunts. J'ai été déçue, il y en avait très peu. Et pourquoi il y a peu de défunts selon toi? C'est quoi l'explication? Alors, les défunts sont beaucoup plus auprès de nous, sont beaucoup plus présents en fait auprès de nous que dans les lieux de recueil. En fait, les défunts, ce qu'ils veulent, c'est suivre nos vies plutôt que de rester dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose finalement. Exactement. Ça, c'est important. Ils sont présents auprès de nous. J'ai également expliqué une conférence médiumnique. Je fais plusieurs fois par an des médiumnités en salle. Donc, il peut y avoir 100, 200, 300 personnes. Et là, en fait, je vais délivrer des messages. Des gens comme toi, parce que j'ai l'impression que vous êtes des ambassadeurs du monde au-delà. Donc, j'ai aussi comme amie Patricia Daré et Anne Tufigo, que je salue au passage. Et c'est 3 styles différents, 3 musiques différentes. Vous n'êtes pas, comment dire, centrés sur les mêmes canaux, mais je vous trouve complémentaires toutes les 3. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, étant donné que tu étais policière, tu t'es retrouvée directement avec les causes de la mort des gens, à savoir soit des accidents de voiture, soit des crimes, et que tu as pu t'apercevoir de l'utilité de ton talent, c'est-à-dire que c'est pas juste un truc de voyeurisme, c'est-à-dire savoir, c'est aussi un moyen d'aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe, pour accepter la perte de défunts. C'est ça, on arrive à expliquer à des familles parfois des causes, des circonstances d'un deuil. On n'a pas toujours les explications. Alors parfois, il y a aussi dans des enquêtes policières des choses qui ne sont pas toujours relevées, qu'on peut obtenir parfois par le biais de la médiumnité. Il y a un chapitre d'ailleurs dans ce livre où j'ai été à l'aide d'un magnétiseur, d'un géobiologue, connecté un petit peu au niveau des routes mortelles. Pourquoi parfois autant d'accidents sur des routes sans virage? Ouais. Et ça a été très intéressant avec ce que le géobiologue en fait a reçu. Le magnétiseur avait des baguettes de sourciers et à certains endroits les baguettes étaient totalement relevées en fait vers lui. C'était assez hallucinant cette Quand c'est relevé, ça veut dire qu'il y a une entité. C'est ça, c'est-à-dire en fait qu'il y a une source souterraine à cet endroit. Donc, et les sources souterraines attirent Alors les sources souterraines en fait vont dégager une autre énergie, une énergie qui va être beaucoup plus négative. Il suffit de passer à ce moment-là, d'être fatigué, d'être distrait. Et il y a eu 2-3 accidents mortels exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire les sources souterraines envoient une énergie froide Ça, négative, oui. Négative. C'est pas une entité. Non, c'est pas une entité, c'est vraiment une source énergétique négative. D'accord. Et quand tu faisais tes enquêtes, si je crois me rappeler, le problème c'est que tu découvrais la vérité, que les gens n'avaient pas envie de l'entendre forcément, en tout cas pas
ceux qui enquêtaient. La vérité gênait un peu tout le monde, quoi. C'est ça, tout à fait, ça peut gêner. Et du coup, tu t'es dit, ben, la meilleure manière de transmettre la vérité, c'est encore d'écrire des livres, parce que là, au moins, j'ai pas de compte à rendre à un supérieur hiérarchique qui va me dire, vous créez des problèmes en accusant des gens sans autre preuve que votre talent médiumnique qui ne peut pas être enregistré comme une source officielle. Ça, malheureusement, et c'est ce que je reproche un peu, la médiumnité avec la police, aux États-Unis, ils font appel aux médiums, hein, vraiment de manière officielle. En France, c'est autre chose, c'est plus complexe. Peut-être que ça évoluera. Oui, mais il y a des séries quand même. Il y a beaucoup de séries où il y a des médiums qui aident aux enquêtes policières. Pas beaucoup en France, hein, c'est officieux. En France, hein. oui. J'ai été contactée, mais de manière officieuse, sur quelques petites choses, mais c'est pas officiel. Bon, après... Parce que c'est pas utilisable dans les tribunaux. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que même si tu arrives à trouver l'assassin ou la cause, après ça peut pas être une pièce à conviction. Oui, malheureusement. Et donc maintenant tu es sur le Havre. C'est ça, à Saint-Laurent-de-Brévedent, je suis à 15 km du Havre. J'ai mon cabinet à la maison. J'avais pris un cabinet sur le Havre et c'était trop bruyant. J'ai besoin de calme. Il faut que je sois au calme lorsque je suis connectée. Donc je suis revenue travailler chez moi et c'est un vrai bonheur. Et donc sur ce livre, tu as fait des expériences. Le concept par rapport au premier de Flic à Médium, c'est que là, tu as testé des chemins nouveaux pour comprendre ce qui se passe. C'est ça, j'ai besoin d'expliquer. Voilà, même l'âme, C'est ta pub, hein. Ah, c'est gentil. Je me suis introduite dans un funérarium. Ça a été une expérience qui a été captivante, hein, pour moi. Ça a été extrêmement captivant dans le funérarium d'aller... de pouvoir communiquer avec un défunt tout juste décédé pour voir un petit peu comment l'âme se positionne autour du corps. Donc les obsèques étant le lendemain, j'ai pu visualiser avec mes yeux de médium l'âme, le positionnement en fait. Hein. L'âme était tout autour du cercueil de ce monsieur décédé. L'âme était tout autour de lui. J'ai pu faire un contact bref, hein, mais j'ai pu avoir quand même quelques informations. Lesquelles ? Alors, ce monsieur, en fait, m'a expliqué un petit peu de quoi il était décédé. Et il y a eu quelque chose qui a été extrêmement marquant pour moi. Donc, il faut le dire, hein, ça a été, donc je suis rentrée pas de manière officielle, hein, dans ce funérarium. Et en fait, ce monsieur décédé donc rentre en contact avec moi, il me dit, vous savez, le jeune homme qui a porté mon corps, il était distrait, mais très distrait. Ah bon, comment ça, il était distrait? Je vous dis que ce jeune homme était discret. D'accord? Je transmets l'information à la personne du funérarium qui fait une recherche après, dans les jours qui ont suivi, qui relève des vidéos. Et en fait, lorsque le corps est arrivé au funérarium, on voit en fait un des jeunes hommes, hein, qui porte le corps et qui le fait tomber en fait. Le jeune homme a un problème avec l'entrée de la porte et en fait le corps tombe, donc il le ramasse. Et donc ce monsieur a voulu me donner cette petite information pour me dire, vous voyez, je voyais mon corps, j'étais autour en fait de mon corps. Il a insisté aussi sur son épouse vivante, en donnant plusieurs informations sur son épouse. Il y avait énormément d'amour et d'empathie, le fait de laisser sa femme. Il venait de décéder il y avait évidemment quelques jours, et énormément d'inquiétude et d'amour. C'était magnifique, hein. Ça a été vraiment quelque chose de... signe qu'on ne nous entend pas bien, alors je nous rapproche pour que la caméra soit plus proche et je pense qu'on t'entendra mieux. Vas-y, excuse-moi. Et ça a été magnifique par rapport à son épouse, ce message vraiment d'amour par rapport à sa femme. Et tu as pu le transmettre? Mais non, puisque je suis rentrée de manière officieuse et que voilà, la famille n'était pas informée de l'expérience que je faisais, malheureusement. Mais s'ils lisent le livre, ils vont le découvrir? L'identité de cette personne est secrète.
Je vais avoir plein de familles qui vont me demander avez-vous accompagné l'endroit où ça s'est passé, peut-être? Malheureusement, je ne peux pas par rapport au fait qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait accompagné dans cette expérience. J'ai trouvé ça en tout cas vraiment adorable. Et quelle autre expérience tu peux citer? L'expérience que j'ai faite également par rapport aux lieux religieux. Donc, je suis allée dans des lieux sacrés. Donc, je suis allée au Mont-Saint-Michel. Connaissant très peu l'histoire du Mont-Saint-Michel, je n'ai pas voulu m'informer auparavant de l'histoire. Et arrivée sur place, j'ai cette vision tout de suite de prison. Donc, j'ai pris avec moi mon mari, mon associé, mon mari, mon Teddy, voilà. Et je dis à Teddy, il y a des prisonniers. Teddy, je vois plein de prisonniers en fait autour. Écoute Virginie, on arrive au Mont-Saint-Michel. Hein. Je vois des prisonniers, il y a plein de prisonniers. Et plus je montais en fait dans le mont, et plus là je ressentais les énergies vraiment des religieux qui ont vécu en fait là-bas. L'énergie était beaucoup plus haute, beaucoup plus intense, plus on montait. Donc voilà, j'ai trouvé cette expérience sympa aussi, hein, donc savoir parfois si le côté commerce de certains lieux religieux peut enlever l'énergie sacrée des lieux. Mais dans la chapelle, enfin dans tout ce que j'ai pu visiter, il y a effectivement cette empreinte des anciens religieux. Il y a vraiment une empreinte spirituelle qui est forte. Tu peux me citer une autre expérience? Oui, alors une autre expérience que j'ai faite, j'ai fait un accompagnement en fin de vie. J'ai eu on va dire la tristesse, mais le bonheur aussi d'accompagner cette femme qui comptait énormément pour moi. C'est une dame qui avait perdu son époux et qui me consultait depuis des années. Et donc sa famille me contacte en m'expliquant que ce sont les derniers moments, hein, qu'elle va partir. Et donc je leur demande si je peux me rendre en fait à son chevet. Ils acceptent vraiment avec joie en me disant écoutez, vous avez marqué vraiment la vie de ma grand-mère et venez. Donc je suis allée à l'hôpital et elle s'endormait, elle était en train de partir et j'ai pu observer le détachement de l'âme au moment en fait de notre départ. L'âme elle commence en fait à quitter le corps. On a l'impression comme du vent, tu vois, l'âme en fait elle agit, elle est tout autour, elle est encore attachée au corps physique, et c'est magnifique, un voile blanc magnifique. Et donc voilà, j'ai embrassé. Un voile, ça fait vraiment un voile blanc. En fait, là, on visualise vraiment. C'est pas un double de la personne. Non, là, en fait, ça faisait vraiment un voile blanc tout autour d'elle. Et j'ai appelé évidemment son cher mari, décédé depuis des années, pour pouvoir rentrer en contact avec lui à ce moment-là. Il était là, il était présent en fait auprès d'elle. Et donc voilà, donc je l'ai embrassée, je l'ai quittée, elle n'était pas encore décédée. Et le lendemain matin, j'ai été réveillée à 6h du matin, ce qui ne m'arrive jamais, hein. Je dors en général jusqu'à 8h30, 9h, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et je suis réveillée, et là, je la sens en fait auprès de moi. Et je me dis, ça y est, elle est partie. Et au même instant, mon amie infirmière m'envoie un message pour me dire, ça y est, elle vient de nous quitter. Donc ça a été quelque chose d'important. Et j'ai d'ailleurs eu une de ces petites filles, il y a quelque temps, en rendez-vous, une petite fille par alliance. Et cette petite jeune fille ne me dit rien, ne me dit pas qu'elle fait partie de sa famille. Et donc je commence le contact avec ses grands-parents de cette jeune fille. Et d'un coup, elle arrive auprès de moi. Elle me dit, mais tu ne me reconnais pas, dis donc. Je lui dis, mais vous n'êtes pas de la famille d'eux. Et je cite la dame. Oui, c'est la grand-mère de mon mari. Et donc, elle était là, elle était présente auprès de moi. Ce qui d'ailleurs est étrange pour une médium, lorsqu'on a les gens physiquement qui viennent en consultation, et après de les avoir de l'autre côté. C'est assez étrange, parce qu'on les a vus, on les a entendus, et là, de ressentir leur âme, c'est marquant. Autre expérience? Alors, je réfléchis à toutes ces expériences que j'ai pu faire. Il me semble que j'arrive peut-être à la fin de mes expériences, les routes mortelles, les médiumnités en salle, la fin de vie.
enfin oui, la fin de vie. Les lieux également psychiatriques. J'ai expliqué un petit peu parfois dans certains hôpitaux psychiatriques qu'il y a voilà, des personnes internées, des malades. Hein. Donc certains vont avoir vraiment des troubles psychiatriques et certains, très peu hein, évidemment, vont parfois avoir aussi des entités. Hein. Ce qu'on appelle du coup le fait d'être possédé. J'ai d'ailleurs vécu avec... ça doit être compliqué. Ouais, ça c'est compliqué. J'ai vécu un exorcisme. Donc j'étais vraiment, j'étais là pour observer en tant qu'observatrice, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe. Religieux. C'était avec un prêtre et voir ces formes en fait autour de ce monsieur. Ça a été épuisant. Ça a été vraiment fatigant, épuisant pour moi, mais marquant. J'ai également une expérience sympa, une maison hantée. Je me suis rendue dans une maison dite hantée, un monsieur qui était dérangé vraiment depuis des années par la présence d'esprits, enfin dérangé, c'est plutôt ses compagnes qui étaient dérangées. Chaque femme qui vivait avec lui ne supportait pas en fait les lieux. C'était impossible. Elle le quittait, elle partait dans des états de folie. Et donc je suis venue avec plusieurs personnes. Je suis venue avec une équipe Ghost Answers, qui est une équipe d'enquête de paranormal. Et donc il y avait des appareils hein, pour essayer de détecter un petit peu toutes les présences. Et je suis allée avec un couple d'amis magnétiseurs, monsieur qui est très très connu dans ma région. Et en rentrant dans cette maison, je suis tout de suite prise de... Je n'arrêtais pas de tousser. Je voyais de la fumée. Donc je demande au propriétaire des lieux, mais s'il y a eu un incendie dans cette maison, c'est lourd, c'est extrêmement étouffant, c'est lourd. Et le monsieur me dit, écoutez, vous êtes exactement à l'emplacement où l'ancienne propriétaire en fait est décédée. La cheminée avait pris feu, il y avait un incendie, elle est décédée des émanations en fait de fumée. Et c'était exactement à cet endroit. Moi, madame, depuis, j'ai modifié en fait la maison. Et dans cette maison, c'était... flippant, on peut le dire. C'était vraiment flippant. L'ambiance, l'atmosphère, l'énergie, en fait, était flippante. Et ensuite, donc, j'ai dialogué avec un autre homme, enfin, un homme décédé dans cette maison, plus de co. Non, ça va. Et j'ai donc discuté avec un homme décédé dans cette maison. Et ça, malheureusement, j'ai pas pu montrer la vidéo puisque je l'ai juste écrit dans mon livre. Mais en discutant avec cette entité, les lumières clignotaient. En fait, il communiquait avec moi par le biais donc, de la médiumnité et en même temps ce support en fait électrique. Pour te dire, Teddy est arrivé à ce moment-là. La lumière comme un stroboscope. Ouais. En fait, la lumière, je te montrerai tout à l'heure. Et Teddy est arrivé, il m'a dit, je descends attendre dehors. C'est une amie qui a filmé. Et là, c'était vraiment... c'était des entités qui s'étaient suicidées dans le lieu. Enfin, il y avait toute une histoire dans cette maison. Vraiment une histoire, beaucoup d'histoires en fait dans ce lieu. Je regarde un peu les messages qui tombent. J'ai pas mes lunettes. Alors, il y a 200 personnes. Bonsoir Virginie, j'ai lu vos 3 livres très intéressants. Je vous ai vu en conférence et j'attends mon rendez-vous en 2027. Ça va arriver vite. Oui, parce qu'elle est quand même très sollicitée, Virginie. Elle souffre de sa réussite. Maintenant, c'est dans 2 ans, c'est ça les rendez-vous? Là, on est à 2027. Donc, on est dans, oui, non, même, on est dans 3 ans, en fait, pour les rendez-vous. Et je fais donc de temps en temps des médiumnités en salle pour essayer de transmettre un maximum de messages. Les salles sont vite pleines. J'en suis désolée, hein, mais je veux pas non plus faire des salles plus grandes parce qu'il faut garder aussi ce côté un peu cocooning lorsque vous recevez des messages. Bon, après, c'est des grandes salles quand même de 320 personnes, mais voilà, je veux pas aller au-delà. Je crois que là, tu es en train de m'intéresser. J'espère vous voir en conférence.
Et les livres de Bernard que j'aime et voilà, que j'adore, et je suis certaine que beaucoup lisent aussi ces livres qui sont sensationnels. Et ce que beaucoup de personnes m'ont rapporté en me disant, mais Bernard Werber, il est tellement spirituel, cet homme. Et c'est ce que beaucoup apprécient aussi dans tes livres, c'est cette spiritualité en fait que tu dégages, cette zen attitude, cette énergie de bienveillance. Je n'en ai pas tant, mais je reçois, je te remercie. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je reste malgré tout un chercheur, et toi, tu as trouvé. Si j'ai des capacités médiumniques, je ne souhaite pas les développer parce que c'est pas mon truc. Mon truc, c'est diffuser, faire que les gens se posent des questions, et à la limite, aient envie de trouver des réponses comme celles que tu donnes. On est plus complémentaires. Mais ça me fait plaisir de savoir que ce qu'on voit avec les yeux n'est pas seulement ce qui est. Parce que ce que tu offres, en fait, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, c'est une perspective. C'est-à-dire, quand on lit ton livre, le titre dit bien qu'il y a une vie après la mort, ça veut dire qu'on va se dire, ça ne va pas s'arrêter au moment où je vais lâcher mon dernier soupir. Et rien que ça, je crois que c'est important que les gens aient cette idée. Parce que le contraire, c'est ça va s'arrêter au moment de mon dernier soupir. Et ça, c'est quand même... Dommage. Ouais. Triste, dommage. Et là, ce que tu dis, c'est non, ça ne s'arrête pas, ça continue, mais autrement. C'est ce que je souhaite, apporter des preuves de la survivance de l'âme et vraiment de donner aux vivants des détails, le détail, tu vois, qui va faire que, pas un message qui s'adresse à tout le monde, et ce qui est d'ailleurs malheureusement parfois dans ce milieu, on va dire de nous médiums, mais ce sont des charlatans, non, il y en a peut-être, mais il y a aussi de véritables médiums, et tu en as cité tout à l'heure, il y a de vrais médiums. On doit donner l'élément, le petit quelque chose qui va faire que voilà, le vivant va reconnaître en fait son défunt à travers ce que les défunts vont nous transmettre, nous, en tant que canal, parce qu'on est un canal. Mais tu disais aussi, en fait, il y a deux sortes. Il y a ceux qui restent et il y a ceux qui se réincarnent. Et ceux qui restent, ils restent pourquoi? Alors, ceux qui... Ils attendent, je dirais, l'arrivée. On retrouve nos parents, on va retrouver nos grands-parents, pas forcément nos arrière-arrière-grands-parents, parce qu'eux seront déjà réincarnés, mais on retrouve en fait les nôtres. Donc, quelque part, ils nous attendent. Donc, ils restent pour attendre... Alors, ils ont des missions aussi. Ils ont des missions de l'autre côté. Il y a des choses que des âmes ont besoin d'accomplir, des choses qu'elles n'ont pas forcément pu faire sur Terre, qu'elles ont besoin de modifier, d'accomplir en fait. Voilà, je crois qu'on est reconnecté, c'est marrant. Ok. Et elles font, par exemple, elles peuvent agir comment? Parce qu'ils ne peuvent pas agir sur la matière. Alors, elles ne peuvent pas toujours en fait agir sur la matière. C'est compliqué en fait pour eux d'agir sur la matière. Hein. L'âme, c'est vraiment une vibration. Nous, médiums, moi pour ma part, je vais hausser mon taux vibratoire. Le défunt, le défunt va descendre son taux vibratoire et va utiliser vraiment mes 5 sens, mes 5 canaux lors de séances. Et certains d'ailleurs, peut-être qui nous suivent, ont déjà reçu des messages très précis lors de séances vous permettant, comme je le dis, d'avoir reconnu en fait vos défunts. Un exemple qui est d'ailleurs tout récent, j'ai fait une médiumnité publique la semaine dernière, je crois, oui, vendredi dernier, et j'ai été interviewée par une journaliste le jeudi la veille. Et je dis à cette journaliste, je dis, vous savez, j'ai un défunt qui est là pour demain, et ce monsieur devait être collectionneur de grenouilles. Je lui dis, écoutez, c'est pas possible, j'ai des grenouilles partout. Écoute, je voyais que des grenouilles. Je voyais un monsieur décédé, et j'avais des grenouilles de partout. Et donc, cette journaliste a accepté d'assister à ma médiumnité publique.
pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je démarre un des premiers contacts où j'explique, écoutez, voilà, je prends la journaliste à témoin, j'ai un monsieur décédé avec des grenouilles. Et là, une famille donc lève la main et me dit, écoutez, c'est mon mari, son surnom était Grenouille. Et donc, ce monsieur était déjà là pour pouvoir rentrer en communication avec sa famille. Donc, tu vois, voilà, ça, je trouve ça fabuleux parce que tout de suite, elles ont pu reconnaître en fait ce monsieur qui après nous a donné bien sûr d'autres détails, mais c'est extrêmement important. Quand on contacte un médium, voilà, on ne donne pas de nom de famille, on ne donne aucune information, il faut que ce soit le plus anonyme en fait possible, si possible. Voilà, je travaille avec et sans photo. J'aime que mon consultant arrive sans photo au début, pour que je puisse visualiser qui est là, qui est présent en fait autour de lui. Et après, je peux ou non avoir besoin de photos, mais ce n'est pas systématique. Il y a, dans les questions que j'ai vu passer, quelqu'un qui disait comment peut-on reconnaître une réincarnation? Alors, ça m'est arrivé une fois. Une dame qui avait perdu son fils, qui vient en consultation. Et cette dame me dit, madame, vous êtes la 10e médium que je vais consulter. Personne n'est capable de communiquer avec mon fils. Ok, j'essaie, rien. Donc je dis à cette dame, je suis vraiment désolée, je n'ai pas le contact avec votre fils, je n'arrive pas à l'avoir. Et là, cette dame me dit, mais il doit être réincarné, c'est pas possible. J'ai pas voulu répondre parce que j'ai rien eu, j'ai pas eu d'informations, donc je pense effectivement ce qui est très rare puisqu'on retrouve en fait les nôtres, tu vois, de l'autre côté. Et elle me dit, en partant, elle me dit, vous savez madame, j'ai un petit-fils, j'ai eu un petit-fils avec mon autre enfant, mon autre fils, et quand je regarde mon petit-fils, j'ai l'impression de voir mon fils. J'ai pas relevé, j'ai pas voulu non plus interroger mon guide ou voilà, mais c'est rare. Enfin, j'ai toujours. C'est déjà extraordinaire que ça soit même une fois. Ouais. J'ai loupé le début de ce live, je suis trop triste, je vous adore tous les deux. J'ai vu Virginie chez David. Alors, petit résumé pour cette personne qui a raté le début. Nous avons parlé de l'au-delà. Voilà, à peu près. Claudine Caron, regarde. Vous pouvez poser des questions ici, comme ça il y a une interaction directe, comme dans une conférence. C'est un peu, le live, c'est un peu... En tout cas, le nombre de personnes qui viennent augmente. Les petits cœurs. Entre nous, la dernière fois que j'ai fait un live, moi c'était à l'époque du Covid. À l'époque, j'avais vaguement compris, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à s'y remettre. Tu en faisais aussi des lives à l'époque du Covid? Non, j'ai fait mes consultations à distance, mais je n'ai pas fait de live. Je ne suis pas trop réseaux sociaux. Mais c'est un moyen, quel plaisir de vous écouter, j'apprends beaucoup avec vous. J'ai plus peur de mourir qu'à dire. Voilà, exactement. Rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. On voit la mort autrement en fait. C'est vrai qu'on voit la mort différemment. Et ce qui est important aussi, j'en parle dans ce livre, qu'on soit enterré, incinéré, ça ne change rien au niveau de l'âme. C'est intéressant de le contact en fait reste le même, ça ne change absolument rien. Bernard, as-tu déjà fait une séance avec Virginie? Oui, j'ai fait une séance avec Virginie qui était fabuleuse. C'est aussi pour ça que nous sommes amis. J'étais très impressionné. Je dois avouer que je pars du principe, je suis sceptique. Donc moi je suis pas un croyant, j'ai pas la foi, j'ai pas toutes ces choses-là, mais je suis un agnostique, c'est-à-dire je sais pas. Et je trouve très intéressant ce concept qu'il y ait une vie dans l'au-delà. J'ai écrit beaucoup de livres là-dessus, mais j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus sans avoir de certitude. Et ce qu'il y a, c'est que quand je discute avec Virginie, en fait, c'est le scénariste qui l'écoute et je réalise que c'est cohérent. Et il y a des moments et des choses qu'on ne peut pas expliquer, et c'est la cohérence. Quand j'écris, j'essaie d'être cohérent, et quand j'écoute les gens, j'essaie d'être cohérent. Maintenant, sur les médiums, comme l'a dit Virginie, il y a de tout. Il y en a qui sont bien intentionnés, d'autres qui sont mal intentionnés, il y en a qui ont réellement le pouvoir, il y en a qui ne l'ont pas, mais qui font semblant de l'avoir. Donc, par principe, mieux vaut être un peu méfiant, plutôt que se dire, bon, si la personne me dit qu'elle a ce pouvoir, on la croit sur parole. Non, moi j'attends de voir. Et la séance que j'ai faite avec toi est un moment
historique où j'ai eu, en tout cas, le sentiment de pouvoir me reconnecter à mes parents défunts, ce qui est quand même important. Et, euh, et d'ailleurs, c'était pas seulement mes parents défunts. J'ai pu retrouver Reine, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, Reine, oui. Elle m'a dit, dans la séance, elle m'a dit, parce que je voulais parler à mon papa, et elle m'a dit, non, c'est pas un papa, c'est une dame qui arrive. Et la dame, c'est une dame qui a beaucoup compté pour moi, puisque c'est elle qui m'a dit, perds pas ton temps à être journaliste, mais sois écrivain. Et puis c'était une dame qui avait une énorme intelligence, une capacité à comprendre les choses. Alors elle n'était pas du tout dans la spiritualité, mais était plutôt extrêmement méfiante de toute forme de spiritualité. Mais c'est à elle que j'ai dédié les Thanatonautes, notamment. Et elle m'avait dit à l'époque, c'est ton meilleur livre. Bon, j'ai fait Les Fourmis, le jour des fourmis. Et les Thanatonautes, quand ça n'a pas marché, j'ai dit, écoute, je crois que je me suis planté sur ce livre. Et elle m'a dit, non, non, laisse avec le temps, c'est ton meilleur livre. Et voilà. Par la suite, j'ai aussi rencontré une autre médium qui peut-être nous écoute actuellement, même si elle est dans l'au-delà. C'est Monique Parent-Bacan, que j'évoque aussi dans le spectacle Vie, voyage intérieur expérimental. Et Monique Parent-Bacan, c'est la première qui m'a parlé de mes vies antérieures, ce qui m'a inspiré notamment pour l'Empire des Anges et après pour la boîte de Pandore et la prophétie des abeilles. Mais je crois que il ne faut pas avoir une attitude par rapport au médium qui est j'y crois pas. Les deux attitudes sont trop limitatives. J'y crois, ils croient tout et ils prennent tout pour argent comptant et c'est pas la bonne manière de faire. Et j'y crois pas, on ne croit rien et on se bloque. Moi, je crois que la vérité est au milieu. D'abord, il faut écouter chaque médium en se demandant est-ce que c'est cohérent. Deux, est-ce que la personne a l'air sincère. Ça, c'est de son intuition. Oui. Et pour le reste, il faut pas arriver. Je crois qu'il y a une attitude aussi, je sais pas ce que tu en penses, Virginie, qui peut être malsaine de l'autre côté. C'est-à-dire les gens qui attendent que les médiums résolvent tous les problèmes et qu'ils attendent que, ou alors que les médiums ou que les morts leur trouvent des solutions. Je me rappelle, juste un petit exemple, je m'étais intéressé à Edgar Cayce. Tu vas connaître. C'est le médium américain qui a un énorme succès. Et à un moment, il a fait des séances gratuites. Et il y avait une queue sur plusieurs kilomètres de gens. Et au bout d'un moment, il a dit, les gens, ils me demandent de connaître le futur pour savoir le numéro du loto. Et il a dit pour des mauvaises raisons. Donc il a dit, ok, j'ai mon talent de médium, mais j'arrête parce que c'est la manière dont les gens me questionnent qui me semble pas honnête. D'accord. Et Edgar Cayce, c'est l'un des rares médiums. Moi, je dis, il y a Nostradamus et Cayce, c'est les deux où j'ai l'impression qu'ils avaient réellement un truc, quelque chose à apporter. Mais sur le principe, je crois qu'il faut ne pas s'y intéresser, c'est se priver de beaucoup de choses. Et s'y intéresser trop, ça peut être un problème. C'est pas bon, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas vivre à travers la médiumnité. On ne peut pas non plus s'accrocher en fait uniquement à la médiumnité. La médiumnité va aider dans le travail de deuil, d'avoir des informations de nos défunts, des clins d'œil, comme j'aime le dire. Mais il faut aussi pouvoir avancer nous-mêmes, en fait, faire son deuil. Moi, j'ai une dame à mes débuts. En début, j'avais peu de délai d'attente et je prenais encore les appels moi-même. Et elle m'appelle, elle prend rendez-vous. Elle me rappelle quelques jours après pour un autre rendez-vous. Je me dis, cette voix me parle. Mais madame, vous êtes déjà venue? Oui, je suis venue. Mais je lui dis, vous êtes venue il y a peu de temps, madame. Oui, mais écoutez, j'ai besoin, il faut que je parle à mon mari. Là, je lui dis, écoutez, stop. Je suis pas d'accord. Venir occasionnellement, ok. En fait, un médium, tu peux très bien en voir une fois dans ta vie et ne plus avoir besoin de faire appel à la médiumnité. Certains ont besoin parfois d'un clin d'œil tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, mais on ne peut pas aller voir un médium comme on va chez le coiffeur pour certains. Voilà, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Puis le monde des vivants, c'est le monde des vivants, le monde des morts, c'est le monde des morts. Il peut y avoir une petite fenêtre entrouverte où on va voir ce qui se passe dans l'au-delà. Mais si on veut rester tout le temps
C'est-à-dire si on veut gérer sa vie de vivant que en fonction de la vie des morts, on rate sa vie. Si nous sommes dans la matière, c'est que nous avons des expériences à faire dans la matière. Et s'ils sont dans le monde des morts, c'est que leur trajectoire et leur action se fait là. Donc vouloir être fasciné par la médiumnité, c'est aussi une addiction dont il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et c'est là où on va parfois, comme certains peuvent le dire, des charlatans qui vont s'enrichir du malheur des autres. Et ça non, c'est hors de question. Je sens que vous êtes mal, je vous fais une séance. Non mais stop quoi. Enfin, faut vraiment arrêter, faut faire vraiment très très attention. Et enfin voilà, faut être. Il y a des gens qui sont tellement en demande, ils ont tellement l'impression que le monde visible les déçoit, qu'ils attendent la sauvegarde du monde invisible. Et ça aussi, c'est une erreur qu'il ne faut pas avoir peur de citer. On ne peut pas être obnubilé par les défunts. Les défunts, ils sont quand même dans autre chose, dans un monde parallèle. Et puis, il y a aussi une chose, j'avais perçu, je crois que c'est avec Patricia Daré que j'avais eu cette conversation. Elle me disait, je les vois comme s'ils étaient sur le trottoir d'en face. Et tous les gens du trottoir en face ne sont pas forcément sympas. C'est-à-dire, si vous êtes sur un trottoir, vous faire « Eh oh, je suis sur ce trottoir, qu'est-ce que vous voyez sur le trottoir en face ?» Mais ça ne veut pas dire que tous les gens en face, d'abord, vous veulent du bien. Deux, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'identification, pas de passeport. C'est-à-dire, il y a eu des cas, par exemple, de gens qui sont passés pour d'autres personnes. Et toi, tu sais les reconnaître, mais une fois que les gens sont connectés directement à la personne, ils peuvent dire « je suis ton père », mais c'est pas son père. Alors voilà, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que sur une séance médiumnique, moi je vais passer peut-être 10 minutes, un quart d'heure, un peu le CV du défunt. Je suis partie de telle manière, j'ai tant d'enfants, j'ai fait ça sur Terre. Il va me donner en fait des informations. Moi je procède comme ça, voilà, qui vont certifier en fait que c'est lui, que c'est elle. Et après, par la suite, voilà, après on est dans l'échange en fait avec les défunts et les vivants. Mais cette phase-là est extrêmement importante. Vous savez, sur Facebook, il y a les profils certifiés. Donc c'est la même chose. Là, quand quelqu'un arrive et dit je suis Victor Hugo, il n'y a pas écrit profil certifié. Il y a écrit juste quelqu'un qui dit je suis Victor Hugo. Nous avons, et toi et moi, des tas de gens qui sont passés pour nous sur Internet, ils prennent notre photo et ils mettent... voilà. Donc, et je pense beaucoup de gens ici. Donc, il faut, par défaut, se dire, tant qu'on n'a pas vérifié que c'est la bonne personne, on ne sait pas. Voilà. Coucou Virginie, à notre dernier rendez-vous au moment, nous sommes venus, entre autres, parler... alors, déjà, vous qui envoyez des messages, ça ne prend que les 3 premières lignes, parce qu'après, il y a écrit « affichez plus » et c'est trop loin pour qu'on affiche plus. Donc, mettez ce que... Théâtre de Chardin, j'adore. C'est une phrase que je reprends souvent. J'ai vu passer aussi comment développer ces dons, en fait, de médiumnité. Alors, moi, je pars quand même du principe qu'on est tous médiums. Voilà. Certains vont avoir quand même de la médiumnité beaucoup plus développée, en fait, que d'autres. Ne pas se tromper avec l'intuition. C'est 2 choses différentes. On peut être intuitif, on peut être intuitif, mais être médium. Un médium, vous êtes vraiment en mesure de communiquer avec des défunts. Le médium, il entend, il voit, il ressent. C'est pas parfois juste un petit mot qui me passe à travers la tête et c'est ce que je dis parfois, faites attention à certains thérapeutes, je suis thérapeute, ceci, cela, un médium, voilà, qui font tout. Être médium, on est en mesure d'avoir une véritable communication, un véritable échange en fait avec les défunts. Après, comment travailler sa médiumnité? Moi, je pars toujours du principe, faites de la méditation, ça c'est important aussi, ça permet vraiment de centrer ses énergies, de travailler de cette manière. Je n'ai pas suivi de formation pour être médium.
j'ai tout simplement fait confiance à mon guide et j'en suis d'ailleurs très fière de ne pas avoir copié sur qui que ce soit, quoi que ce soit. Voilà, c'est ma propre médiumnité. Pour vous dire, j'ai vu la médiumnité en salle seulement il y a 2-3 ans. Je n'avais jamais été voir un médium en fait en salle. Alors, tu veux me parler de ton guide? Ah, mon guide, mon cher guide, mon binôme, mon guide. Coucou s'il est là. Il est toujours là. On a tous un guide. Le guide, en fait, va changer en fonction de nous, de notre propre, en fait, évolution. Lorsque j'ai stoppé la police pour me consacrer à la médiumnité, j'ai ressenti ce changement de guide. Le guide ne part pas en disant ciao, ciao, tu changes et il y a quelqu'un d'autre. C'est moi au fur et à mesure, voilà, qui ai ressenti que j'étais avec une nouvelle énergie. Mais on a tous un guide dès le moment de notre incarnation. Moi j'ai un guide là. Évidemment. On Mais va c'est parler. vrai, je te fais une guidance après. Il y a quelqu'un qui posait la question, combien de temps après la mort d'une personne, enfin, on peut communiquer avec une personne, Alors, combien de temps après son décès? Alors, moi, je partais sur un délai d'à peu près 3 mois. 3 mois, 6 mois à peu près pour pouvoir communiquer avec un défunt. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai vécu aussi cette expérience de m'introduire dans un funérarium. J'ai pu communiquer avec le défunt. Certes, c'était pas clair comme lors des séances que je peux faire. Donc, je préconise effectivement une durée de 3 mois, 6 mois pour pouvoir communiquer. Il faut le temps que le défunt comprenne, accepte aussi ce nouvel environnement. Donc, voilà. Comment on reconnaît son guide? Alors, qui est notre guide? Plusieurs questions qui passaient là-dessus. Amour, je ne sais plus le nom. Qui est notre guide? On a tous voilà, ce que je disais tout à l'heure, on a tous un guide. Ça peut être votre intuition, votre guide. Les ressentis que vous allez avoir, c'est le guide en fait qui va envoyer les informations. Alors après, pourquoi pas aussi travailler avec de l'hypnose, avec des excellents hypnothérapeutes qui peuvent vous mettre un peu dans un autre move, peut-être pour capter en fait votre guide, avoir plus d'informations. Pourquoi pas? Les hypnothérapeutes, c'est comme les médiums, il y a de tout. Hein. Ouais. Alors, je peux te dire une chose. Déjà, au niveau des médiums et des hypnothérapeutes, toujours se poser la question, est-ce que ces personnes ont l'air heureuses ou heureux? Parce que si l'autre n'a pas l'air heureux, je ne vois pas bien comment il peut vous aider à être heureux vous-même. Donc, moi, sur les thérapeutes, je donne toujours ce critère, se poser la question, ok, c'est quoi sa vie? En dehors du moment où elle est censée être en train de m'aider, est-ce que cette personne a l'air d'avoir mieux compris les choses que moi? Sinon, c'est pas quelqu'un qui se noie qui va vous aider à nager, quoi. Donc, déjà, sentir, alors tu parlais d'intuition, sentir, est-ce que la personne qui peut vous aider a résolu ses propres problèmes? Voilà. J'aurais des questions aussi. Ouais, alors, est-ce que les défunts sont heureux dans leur nouvel environnement? Oui, les défunts sont apaisés également lors de suicides. Enfin, voilà, certains défunts vont expliquer un petit peu pourquoi, les raisons de suicide. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes... Mais vous évitez quand même les ouais, suicides, surtout nos lecteurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de lecteurs, donc restez vivants. On veut toujours plus. J'en ai eu beaucoup la semaine dernière en médiumnité en salle qui sont venus expliquer en fait le pourquoi et ça a apaisé les familles de savoir. Mais effectivement, je reprends un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Être heureux, c'est important. Moi, j'ai besoin pour faire des médiumnités où je suis satisfaite de mes médiumnités, un environnement sain, pas de prise de tête, pas d'énergie négative. Voilà, moi, tous les jours, je m'ancre, je fais cette petite séance de méditation et j'ai un environnement, j'ai la chance d'avoir un mari et des enfants qui sont adorables. Avant une médiumnité publique, ils vont pas me perturber. J'éteins mon portable 2 jours avant parce que j'ai pas envie d'être polluée par quoi que ce soit. Je gère pas mes réseaux sociaux. Voilà, j'ai besoin de me mettre dans une bulle de protection. Je te précisais que dans mes spectacles, j'ai aussi besoin de me mettre dans une bulle de protection. Et vu que je ne sais pas trop comment faire, donc j'ai inventé mon propre rituel. Mais je suis conscient que vu que les gens sont en état d'ouverture et de méditation collective, il faut que je fasse aussi une sorte de sphère d'énergie, de protection pour
qu'on reste tous protégés et connectés. Et je crois aussi que on a besoin par moment de sentir le soutien de son ange gardien, de son guide, comme tu le disais. Est-il possible d'avoir au moins de signes que celui qui est parti? Est-il possible d'avoir un signe que celui qui est parti, de celui qui est parti, je crois? Oui, alors ça, parfois, lors des séances médiumniques, vos défunts, en fait, vont l'expliquer. Alors, c'est pas toujours les mêmes signes, évidemment, les signes sont différents par rapport à des bruits, par rapport à une sensation de présence. Enfin, chaque défunt est différent. Et effectivement, en séance, certains expliquent, voilà, moi, j'interviens auprès de toi de cette manière. Merci, M. Hervé. Nous consultons, nous ne pensons pas toujours ce que vous venez de dire, alors que cela coule de source, je pense. Est-ce que je peux... Toc. Je serai plus vigilante à cela. Alors, je vais donner une petite parenthèse. Je rencontre beaucoup de gens qui sont tournés vers la médiumnité, tout ça, parce que j'ai écrit des livres dessus, depuis l'au-delà et tout. Il y a des fois des vrais médiums toxiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent le pouvoir sur leur client parce que le client est en totale demande, le client, le patient, je sais pas comment tu appelles ça. Consultant. Le consultant a tellement besoin d'une maman ou d'un papa que la personne qui dit attendez, moi j'ai des débuts de réponse, il se colle dessus et là on rentre dans une névrose. Donc il faut, tu vois, ce qu'il y a, c'est que toi, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu sens que les gens ont un rapport névrotique avec leur défunt ou avec toi, tu dis il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça peut devenir une drogue. Mais il faut arrêter, et c'est ce que on disait tout à l'heure. Moi, j'ai une dame qui a perdu sa fille, et elle est rentrée en contact avec une soi-disant médium. Et cette soi-disant médium l'a appelée en lui disant voyez, là, je suis dans ma chambre, et votre fille, elle est au-dessus du placard, et elle me parle, hein, et elle veut que je vienne demain vous faire une séance. Non, mais stop, enfin, je veux dire, faut arrêter. Il faut vraiment, vraiment faire attention, il faut être très, très vigilant. Et puis, est-ce que ça arrive des fois que des gens viennent pour discuter avec leurs défunts, et leurs défunts n'ont pas envie de discuter avec eux? Oui, c'est possible. Alors, parfois, tu as des gens qui viennent, qui n'ont absolument pas envie d'avoir un défunt, et le défunt, il est là. Le défunt, il est là. Et un défunt, je ne veux absolument pas lui. Ben oui, mais il est là. Et lui, il a besoin de parler. Ça arrive régulièrement. En fait, il faut aussi beaucoup de dons de psychologue de ta part, parce qu'il faut voir comment la communication reste maîtrisée. C'est pas simple. J'ai une jeune fille qui est venue pour communiquer, je crois, me semble-t-il, avec son papa. Et c'est son grand-père décédé qui avait fait des attouchements sur elle, voilà, qui était là et qui a voulu lui parler. Et ben là, le malaise, cette petite qui est un tel, qui est Jean-Pierre, non, pas lui. Et là, le grand-père montre les images. Et là, ok, donc là, cette petite jeune fille, ok. Alors, on va y aller tranquillement. Bon, il n'a pas été très positif avec toi, et j'amène tout doucement. Et voilà, il faut en fait qu'elle se sente en confiance. Enfin, je respecte mes consultants, je respecte également énormément les défunts. Je respecte aussi mes consultants. Il faut faire effectivement preuve de... Comme tu l'as dit, voilà, de vigilance, il faut trouver les mots. C'est important aussi, voilà, ce côté humain. C'est extrêmement important. On n'est pas là pour apporter de la brutalité. Il vous dit que vous avez été nul. Non, on ne ment pas. Il dit que vous n'avez pas géré les choses. Enfin, voilà. C'est à toi de traduire. C'est ça, ouais. Alors, moi, je suis quand même assez cash. Hein. J'envoie les choses tu comme... peux tomber sur des gens bêtes ou pas du tout psychologue, et il faut que... Après, tu sais que le résultat, tu peux influer énormément quelqu'un. C'est pour ça que, voilà, faut être vigilant de la manière dont on exprime les choses. Mais moi, je suis assez cash, et je le dis comme je l'entends, comme je le vois. Mais voilà, cette petite jeune fille, c'était très grave. C'était extrêmement grave. Donc, il a fallu, voilà, lui amener d'une manière plus... comment je peux dire, une manière plus humaine, en fait, voilà. Mais je pense que tu prends beaucoup sur toi aussi. Est-ce que ça te fait pas du mal à toi par moment?
Alors, Est-ce que tu arrives à te protéger? j'arrive parce que justement, j'ai un... En dehors des ondes, je veux dire juste sur l'émotionnel. J'arrive en fait à me protéger parce que du coup, j'ai la chance, comme je l'ai dit, d'avoir vraiment une famille. Mon mari, c'est mon équilibre. Donc quand je sors de rendez-vous, je déconnecte. Évidemment, des deuils d'enfants, c'est terrible, c'est terrible. Ces images, c'est pas la logique de perdre un enfant. C'est terrible. Il y a des décès qui me marquent, qui me marqueront hein, d'ailleurs jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais émotionnellement prendre sur moi parce que j'ai tellement de gens qui ont besoin de moi, d'autres qui ont besoin. Donc, et j'ai pas peur de la mort parce que je sais, voilà, qu'il y a une vie après la mort. Donc, je vois les choses, voilà, peut-être différemment et c'est peut-être pour ça que les choses me marquent mais ne me hantent pas. D'accord. Je vois, il y a Mika qui nous fait signe. On a combien de temps encore? On fait 5 minutes encore? Ouais. Ok, Comme Mika, ça, merci. il faut... Ben, comme les vies, il faut qu'il y ait ça ait une fin. Parce que si c'était infini, ça n'aurait plus de sens. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Je regarde quand même les questions. Du coup, quelqu'un a un nouveau salut. Alors, non, quelqu'un. Du coup, quelqu'un de mauvais dans sa vie terrestre le restera-t-il ensuite? Alors, en médiumnité, il va se présenter avec ce foutu caractère, ce côté mauvais. Mais il y a aussi un travail de l'autre côté hein, que l'on est amené à faire et donc sa mauvaiseté va s'estomper parce qu'il va devoir prendre conscience aussi des choses. Pourquoi j'ai été mauvais sur Terre, voilà l'impact que ça crée aussi. Donc non, en général, il ne le reste pas. Mais il se présente quand même avec un fichu caractère lors d'une séance médiumnique. Car les défunts gardent leur trait de caractère. Donc, tu veux dire que le seul fait de mourir fait que les gens comprennent. Ouais, tu prends conscience en fait, des choses. En général, ils deviennent naturels. Prennent conscience. Quand on décède, on va prendre conscience de ce qu'on a fait sur Terre, de ce qu'on a pu dire aussi de négatif à l'égard d'autrui. Hein. Et en fait, tu te rends compte, tu as la vision, hein, tu te rends compte de ce que ça a créé, de ce que ça a pu créer en fait de négatif. Donc je dirais que tu as une image où tu te remets en fait en question. Les gens qui ne se sont jamais remis en question sur Terre vont très certainement se remettre en question en fait de l'autre côté. D'accord. Donc quelque part, mourir nettoie l'âme. C'est exactement, mourir peut effectivement nettoyer l'âme. Il doit y avoir quand même quelques-uns qui ne bougent pas, non? Ah oui. Attends, je vais au bout. Bonsoir. Est-ce qu'un guide est toujours bienveillant et solennel ou peut-il être un peu moqueur? Les deux ne sont pas incompatibles. Il peut être un peu moqueur. Il peut être moqueur, effectivement, mais le guide reste bienveillant, ça c'est certain. Oui, il est dit que les vieilles âmes meurent jeunes. Je crois pas. J'aimerais tellement avoir un contact avec ma maman. Oui, mais on s'en doute que tous les gens qui nous écoutent, là, ont envie de bénéficier des talents de Virginie, qui malheureusement nous a signalé que les prochains rendez-vous sont en 2027, si la fin du monde n'est pas arrivée d'ici là. Non. Il n'y a pas de fin du monde prévue? Pas tout de suite. Tu me diras exactement ce qui est prévu pour l'actualité, parce que j'aurai l'actualité, je me pose des questions. Donc peut-être 2 ou 3 personnes qui nous écoutent. Si tu as accès au futur? C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Les bibliothèques akashiques, ça te dit quelque chose? Oui, vous savez, les annales akashiques, oui. Je n'ai pas eu accès. Moi c'est vraiment le contact avec les défunts. C'est ma passion, c'est ce qui me passionne en fait le plus. Très bien. Alors, là maintenant, on est passé à plus de 200 personnes. Vivez notre rendez-vous. Recevez des informations des défunts de manière... Merci beaucoup pour votre avis. Écoute, on va mettre fin à cette conversation. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure d'ailleurs, mais à cette rencontre. Un grand merci à toi. Oh. Un grand merci. Je sais que tu es l'idole de tellement de personnes qui nous regardent. Et moi, c'est un bonheur de te connaître. Tu es un auteur admirable, un ami adorable. Et vraiment, un grand merci à toi, Bernard. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu es dans ma soirée des chats. Quand tu es venu exprès du Havre pour venir au Festival des chats, je me suis dit, vraiment, c'est quelqu'un d'important. Mais là, je viens le 23 octobre.
Ah. Je vais venir le 23 octobre. Bon, le 23 octobre, je vais faire l'Olympia. Et l'info date depuis hier. Ça fait très plaisir que tu viennes là, parce que je crois que j'aurai besoin de toi aussi. Je viens. Tu protégeras l'invisible, ça fait que tout ce qui se passera à l'invisible dans la salle ne sera que bénéfique, c'est ça? Ça fait plaisir que tu viennes. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, avant que tu y arrives. Bon, sinon, j'ai qu'une chose à dire. Découvrez le livre de Virginie, qui est une petite merveille. Donc c'est chez Michel Lafon, pas Robert Laffont, Michel Lafon. Et il est sorti en octobre, c'est ça? C'est ça, oui, mi-octobre. Et ça fait, je crois, un excellent cadeau de Noël pour tous les gens qui s'intéressent un peu à l'au-delà et tous les gens qui veulent avoir une petite perspective sur leur vie. Voilà. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vies et de nouvelles découvertes. Merci beaucoup, une bonne soirée à tous et merci d'avoir été présents.